Margot, si c'est bon pour toi pour enchaîner. Du coup, j'ai fait, on va dire, j'ai segmenté un peu la réponse aux questions selon les deux types de diagnostics qu'on a fait. Donc vraiment dans les années 2000, où je vous ai dit que les objectifs étaient assez hydrauliques, maintien de la navigation et surtout par rapport aux inondations, ils ont quand même essayé dans le cadre de l'objectif, de fixer plusieurs objectifs. Donc un global où on préservait quand même, on avait un objectif de préservation de la dynamique fluviale, donc pouvoir permettre au cours d'eau de retrouver un peu son fonctionnement. L'objectif intermédiaire, c'était de cibler vraiment un projet de restauration phare et ambitieux. Donc, c'était le projet de restauration de la confluence d'Oulou. Et de manière très locale, pouvoir maintenir les protections contre les inondations ou les érosions sur des secteurs à enjeu. Donc, maintenir ou faire éventuellement des préconisations, des travaux pour vraiment sécuriser ces enjeux-là. Le territoire étudié pour cette étude-là, c'était une petite partie de la moyenne vallée du Doubs et un bout de la basse vallée du Doubs. Donc ça concernait un linéaire de 75 km par rapport au linéaire total du Doubs qui fait 430 km. Et donc là, je vous ai mis deux crues qui ont permis justement, enfin, qui ont ravivé, on va dire, les craintes vis-à-vis des inondations et qui ont fait que ce diagnostic a été mené. Cyrielle, si tu peux appuyer, du coup, il y a la deuxième partie de la diapo. Merci. Et donc, entre 2015-2019, là, l'objectif était un peu plus centré sur l'espace de bon fonctionnement, la restauration hydromorphologique. Donc, du coup, reprendre les diagnostics qui avaient déjà été menés, même si le suivi qui avait été préconisé dans les années 2000 n'avait pas été fait, c'était justement de pouvoir apporter un peu plus de données, vraiment bien définir les enjeux, donc cartographier vraiment tous les enrochements, les digues qu'elle protège à la fois des villages ou les digues agricoles ou des merlons qui faisaient vraiment obstacle aux écoulements. En deuxième objectif, essayer quand même de cibler des sites pour les restaurer tout en conciliant avec les enjeux existants, quoi. Et là, donc, par rapport aux deux études qui ont été menées, c'est encore un territoire différent qui a été pris en compte. Sur l'étude menée par le PTB pour définir l'espace de bon fonctionnement, c'était toute la basse vallée du Doubs, là où il y a une dynamique alluviale, donc ça représentait 50 km cette fois, de Crissé à Navilly, parce que en aval de Navilly jusqu'à la confluence avec la Saône, on considère que c'est sous influence de la Saône et que c'est pas du tout la même dynamique et que ça n'a pas bougé depuis plus de 200 ans. Donc du coup, cette portion-là est en général assez écartée, on va dire, de ces types de diagnostics ou de restauration morphologique. Et l'étude qui avait été menée par l'Agence de l'eau, elle se concentrait encore un peu plus sur un autre tronçon entre la confluence d'Oulou jusqu'à Navilly. Donc là, ça représentait 42 km. Donc je vous ai mis une photo notamment d'un secteur où l'érosion est très importante. Il y a des fois, en une année, ils ont perdu 20 mètres de berge. Et donc c'est vraiment un secteur où les élus, ça les crispait à la fois par rapport aux agriculteurs qui exploitent et par rapport au fait qu'ils perdaient du terrain. Je peux changer de diapositive. Merci. En termes de données qui ont été mobilisées, on est quand même assez reparti des données existantes. Donc souvent les archives, donc à la fois les anciennes cartes qui montraient un contexte alluvial qui était complètement différent sur la basse vallée du Doubs. Au tout départ, on était vraiment sur un fonctionnement en tresse et puis après, plus progressivement avec des méandres qui évoluent dans le temps. On est parti aussi des plans qui sont disponibles aux archives départementales parce que le tracé du Doubs a complètement été rectifié. On a perdu 15 mètres pardon, 15 km de linéaire de Doubs avec les projets de rectification sur la basse vallée du Doubs. Donc, ça nous permettait aussi de voir les secteurs où le Doubs évoluait avant et puis où maintenant il est situé. Dans les années 2000, il n'y avait pas forcément toutes les images satellites. Ils ont utilisé des images de survol pour cartographier les bancs et voir la nature des bancs, s'ils étaient végétalisés, s'ils étaient mobilisables ou non.
Sur les tronçons navigués, donc plutôt côté moyenne vallée du Doubs, la voie navigable de France a des relevés bathymétriques qui sont, on va dire, assez récurrents. Donc ça, sur ces secteurs-là, ils peuvent être mobilisés. Et je vous disais, du coup, après, on a dû quand même acquérir certaines données. Pour la première étude dans les années 2000, les données hydrologiques ont été recalculées sur les différentes années à partir de plusieurs stations différentes. Il y a eu des modélisations hydrauliques aussi qui permettaient aux différents PPRI de servir aussi dans le cadre des projets de restauration et de diagnostic des enjeux. En 2014, c'est l'Adréal du coup qui a fait un relevé lidar sur toute la vallée du Doubs. Et je vous disais tout à l'heure, du coup, on a fait de la bathymétrie parce que c'était un peu un point qui manquait, mais seulement sur les fosses d'extraction. Donc là, je vous ai mis le budget, donc c'était 14 000 euros. Les autres données acquises, j'ai pas les budgets parce que soit c'était pas forcément nous, soit c'est des données anciennes. Et lors de l'étude de 2019 aussi, l'objectif, c'était d'avoir un relevé de ligne d'eau et un profil en long. Mais là, comme le disait David précédemment, c'est que on avait des difficultés pour homogénéiser et comparer ces données-là parce qu'ils ont été faits à des débits différents. Les points kilométriques ont également évolué. Donc, c'est difficile de comparer pour nous les profils en travers. Le profil en long, ça peut se faire, mais il y a quelques incertitudes. Et pour le coup, c'est plus facile de comparer quand on a la topo et la bathymétrie, quoi. Et dans le cadre d'un site pilote là qu'on essaie d'avancer pour pouvoir avoir un programme de restauration, il y a une modélisation hydraulique qui a été réalisée dans le cadre de l'étude de danger pour classer le système d'endiguement. Et on s'est resservi de cette modélisation hydraulique pour proposer des aménagements et pouvoir proposer plusieurs actions qui soient cohérentes en termes de restauration hydromorpho, mais aussi sur apporter des arguments en termes d'inondation et d'abaissement de la ligne d'eau pour pouvoir convaincre les élus de nos actions. Donc, je vous ai mis plusieurs illustrations et sinon, qu'est-ce que j'ai mis? Et puis oui, par contre, c'est ce qui se relève des différentes études, c'est qu'on a un manque de données dans le temps. On a des diagnostics qui sont assez ponctuels où il y a une conclusion sur le volume de capacité de transport du Doubs, mais après on n'a pas de suivi dans le temps au final de ces vraies capacités à mobiliser les sédiments. En termes de financement, bah, en général, c'est souvent l'agence de l'eau qui nous finance principalement. Il y avait des financements quand même de la région plutôt avant fusion. Merci Margot. Alors, une question. Qu'est-ce qui a mené l'étude, en fait? C'est vous? Ces études qui avaient... C'est vous Alors, qui avez... la première, enfin, sur la moyenne vallée du Doubs, pardon, c'était VNF. Sur les autres études, il y a eu le PTB et il y en a une où c'était l'agence de l'eau sur un des certains tronçons. Le modèle hydraulique de 2004, c'était quoi ses principaux objectifs? C'était par rapport à l'inondation stricto sensu? C'était par rapport à d'autres choses? C'était plus par rapport à l'inondation. D'accord. Et est-ce qu'il a permis après de simuler l'impact de tels travaux sur l'onde d'inondation ou pas? Comment vous vous êtes servi finalement de ça? Alors, celui de 2004, je saurais pas vous dire parce que bah, je j'étais pas là et on s'en sert plus a priori. C'est pour ça que du coup, on a redemandé, enfin, qu'on s'est resservi de la modélisation hydraulique sur un des sites pilotes pour justement savoir quel secteur pouvait être remis en eau,
si certaines morts pouvaient être réactivées sans faire des travaux très conséquents. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et voilà, c'est là où on touche, à mon avis, quelque chose d'important pour le guide, et dans le cadre de la rédaction du guide, c'est jusqu'où on s'arrête en phase de diag, etc. Parce que si du coup, enfin, c'est un danger qu'on rencontre tous, c'est qu'on a tous connu. On a lancé un certain nombre d'études pour y voir clair, finalement, mais comme on n'y voyait pas clair, les études qu'on a lancées, elles ne sont pas forcément adaptées à nos territoires. Et du coup, on est obligé d'en relancer après, parce que ces études ne permettaient pas de répondre in fine à l'approche un peu plus globale que l'on avait. C'est un peu ce qui me sert, comme vous avez dit, là, 2004, on ne s'en sert plus, et c'est un peu ce qu'il apparaît là de ce qu'a dit Mathieu sur l'Aude. C'est juste ou c'est faux, ça? Bah, pour moi, c'est juste, et notamment, c'est aussi une des questions que je me pose actuellement, c'est que si, par exemple, j'arrive à faire valider et mettre en œuvre le programme d'action sur le site pilote, moi, je me pose la question de quel diagnostic je fais pour l'état initial. Est-ce que je refais de la topobatie très précise avec des différents profils, jusqu'où je mène cette étape pour pouvoir comparer après dans le temps l'évolution et montrer que justement ça a été bénéfique pour les milieux et répondre aux objectifs qu'on s'était fixés. Moi, j'ai une question juste sur. Tu parlais tout à l'heure un peu du style fluvial qu'il y avait. C'est décrit comment par ces études? Alors, l'étude de 2004, c'était Malavoie qui l'avait fait, donc il y a eu effectivement une analyse diachronique et qui définissait les styles fluviaux. Et après, c'est vrai que dans le cadre des études EBF, donc espace de bon fonctionnement, c'est à partir du guide de l'Agence de l'eau qui est sorti en 2016, où on voit la mobilité ancienne du Doubs. Après, je me souviens plus. On regarde la largeur du lit et son évolution sur plusieurs années. Et après, on fixe un espace morphologique. Après, on prend aussi l'espace hydraulique maximal. Après, on recoupe les différentes fonctionnalités du cours d'eau pour fixer l'espace de bon fonctionnement. Ouais, et du coup, là, tu parlais tout à l'heure au final d'analyse diachronique, mais j'ai l'impression que du coup, c'est le terme, je ne sais pas s'il est bien compris par tout le monde. On fait une analyse diachronique, c'est date à date l'évolution. Et je sais que dans l'espace de bon fonctionnement, au final, il ne regarde pas l'évolution, il regarde la largeur maximale sur laquelle ça va divaguer pour déterminer un espace de bon fonctionnement. Ouais. Et c'est vrai que là, je me suis juste amusé à regarder sur remonter le temps là, plusieurs images là, sur le Doubs. Et on voit très clairement qu'en fait, c'est des méandres mobiles et qu'on a des recoupements de méandres. Et du coup, je crois que tout à l'heure, tu as mentionné des secteurs en tresse. Je crois qu'il n'y en a pas. Oui. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas les surfaces potentielles érodées sur des périodes en lien avec les crues et tout ça sur les études en question. On a seulement sur les études de 2004, du coup, où c'est là où il fixait les apports par érosion latérale. Donc, il dimensionnait en fait les surfaces érodées effectivement du coup de date à date. Quand je parle d'analyse diachronique de Malavoie, c'était en fait ils ont recartographié tous les différents lits du Doubs, à partir du 19e siècle sur les anciennes cartes, et après il y a plusieurs années au 20e siècle. Et après par contre les analyses vraiment diachroniques plutôt de date à date, c'est ce que nous on essaie de mener dans le cadre de depuis la dernière étude de 2019, ils ont comparé l'évolution entre 2010, 2015, 2010, 2017. Et du coup, moi, j'essaie de poursuivre ce suivi-là de comparaison avec les sorties des images orthophoto. Et tu as réussi à savoir, à hiérarchiser un peu quelle pression était en lien avec, je sais pas, une perte de mobilité latérale ou quelque chose comme ça, ou là, vous êtes bloqué? Du coup, on suit les secteurs où où les érosions sont très importantes, où il y a eu justement on va dire entre guillemets une modélisation, en fait une tendance évolutive. Si la dynamique d'érosion qu'on poursuit en fait
il y a eu, on va dire, un fuseau qui montrait quelle surface serait érodée. Si la dynamique ralentit un peu, il y a eu un autre fuseau et on suit du coup plutôt ces sites-là. En général, c'est des sites où il y a eu les anciennes fosses d'extraction en lit mineur et justement où je disais que certaines commençaient à se combler et c'est là où il y a le plus d'érosion en fait sur les berges parce qu'au final, il y a des îlots qui se recréent au milieu. Je sais pas si ça répond à ta question. J'essaie juste de comprendre où vous en êtes dans le diagnostic, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des diagnostics, mais j'ai pas vu une seule représentation à main balle, tu vois, une analyse longitudinale de comment ça se déroule. Et en termes de process, par exemple, on parle de végétalisation de pans qui viennent de se former, si je comprends bien, dans les fosses. Fabien, Margot, je suis vraiment désolée de vous couper et je comprends ce que tu dis, Fabien. Je vous propose peut-être que vous puissiez vous rappeler aussi tous les deux pour… Non, mais je suis désolée parce qu'en fait, il reste peu de temps, encore 4 bassins pour qu'on puisse brosser le portrait des 4 autres. Mais si jamais vous pouvez peut-être vous recontacter pour aller plus loin sur ces sujets très précis, si ça vous convient.